Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Julien, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben écoute, en pleine forme, je suis ravi d'arriver sur le podcast. J'ai eu une très bonne semaine, donc du coup, je suis content de finir la semaine en beauté. Alors Julien, comme moi, tu es freelance en marketing digital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Avec plaisir. Eh ben effectivement, je suis dans le marketing digital, moi, que depuis 4 ans, puisqu'effectivement, il y a 4 ans, j'ai fait une reconversion. Et auparavant, j'ai passé une quinzaine d'années dans le secteur industriel, dans le secteur du véhicule industriel, le camion, en France et à l'étranger. Et en fait, j'ai occupé entre autres des postes de responsable de service marketing, responsable commercial et également directeur de site, où j'ai eu la chance de manager près d'une cinquantaine de personnes et de gérer donc des sites de vente et de réparation de camions. Et puis en fait, début 2019, bon, voilà, c'est peut-être une crise de quarantaine, je sais pas, mais j'ai eu l'envie, en tout cas, de changer, donc virage à 180 degrés. Et je suis parti dans en fait, des choses qui me trottaient dans la tête. J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de tester, de partir de zéro et de monter mon business. Je suis passionné de photographie depuis une vingtaine d'années. Donc du coup, naturellement, je suis parti sur des choses un peu créatives et je me suis formé au début au web design et puis petit à petit au marketing digital. Et ça fait effectivement 4 ans que je me forme quasiment tous les jours et que je partage sur le marketing digital, le web design et tout ce qui est stratégie de communication avec mes clients et puis en échange également, en partage. Je suis toujours curieuse de comment ça s'est passé pour toi, cette transition du coup de salarié avec une position de management avec beaucoup de responsabilités à freelance. Alors déjà, j'ai beaucoup mieux dormi. Mes nuits ont été meilleures. Non, en fait, le cheminement, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui se construit dans l'esprit. Et puis, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute des petits signes. Et en fait, petit à petit, il y avait des signes où, voilà, ça devenait compliqué l'humain au sein de l'entreprise, dans les relations. Je parle parce que j'ai toujours été dans des entreprises où j'ai eu la chance de partager et d'échanger avec les gens. Mais voilà, dans les relations, on sentait qu'il y a des choses qui n'allaient pas, que ce soit en interne, que ce soit avec des clients. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui changeait sur 2018-2019. Et voilà, je m'y retrouvais plus. Ça s'éloignait un petit peu trop de mes valeurs. Et puis voilà, à un moment donné, c'est compliqué de mentir. Se lever le matin sans être en adéquation, c'est compliqué. Donc voilà, c'était un cheminement petit à petit. Et puis à un moment donné, il faut prendre une décision pour avancer. Donc j'ai pris la décision et puis voilà, je me suis lancé dans autre chose et sans trop regarder derrière, plutôt en regardant devant. Et aujourd'hui, c'est qui tes clients, le type de projet pour lesquels tu travailles ? Alors aujourd'hui, pendant 2 ans, 3 ans, j'étais vraiment focusé sur les solopreneurs et les jeunes entrepreneurs. Et puis en fait, petit à petit, mon offre évolue. Je m'oriente aujourd'hui plus vers des TPE, des PME, en tout cas pour la définition de la stratégie de communication. Et donc un peu l'accompagnement marketing digital. Maintenant, des solopreneurs me contactent encore et j'aime toujours travailler avec des solopreneurs parce que je suis toujours attaché à ce genre j'ai vécu à ce genre de changement. C'est souvent des gens en plus qui sont en reconversion, donc je le fais encore un petit peu, même si voilà, j'essaye de me tourner davantage vers des TPE, voire des PME. On avait pas mal échangé du coup en commentaire sur les sujets de marketing responsable et aujourd'hui on avait envie de parler de minimalisme dans l'entrepreneuriat et le web design. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi pour toi le minimalisme ? Alors oui, effectivement, le minimalisme, c'est quelque chose que j'ai découvert mais il y a quelques années, d'abord dans ma vie perso. Et effectivement, le minimalisme, comme ça, dans ma vie perso, c'était plus une attitude, c'est-à-dire à un moment donné de me détacher un peu du matériel et de réduire les possessions. En fait, j'ai découvert ça quand je suis parti à l'étranger, en Nord-Amérique. En fait, quand on est parti, on a recommencé notre vie à zéro. Et puis, en fait, on se détache un peu du matériel, du beau canapé, des beaux meubles, etc. Petit à petit, voilà, je me suis détaché de ces choses-là.
pour plus profiter des instants que des objets finalement. Et puis après, ben, ce minimalisme, il est venu aussi un peu se greffer dans mon quotidien. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, le minimalisme, on va dire que c'est plus une philosophie, on va dire la philosophie de la simplification. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Bah après, il y a les slogans qu'on connaît bien, hein, moins mais mieux. Et c'est des choses que j'essaie d'appliquer effectivement tant dans ma vie perso que bah, dans ma façon de penser, et puis également dans mon travail et mes relations professionnelles. Euh, pour faire simple, en gros, bah, moi je préfère avoir 2 chemises blanches dans mon placard de très bonne qualité plutôt qu'avoir 10 chemises blanches de moyenne qualité. Parce que d'une part, euh, bah, y a un côté éco-responsable, développement durable, il y a toutes ces choses, et ça correspond à mes valeurs. Il y a toutes ces choses qui viennent se greffer derrière le minimalisme. Finalement, quand on baisse ses possessions, quand on veut simplifier sa vie, bah, il y a aussi les valeurs derrière, les valeurs qui rentrent en jeu. Concrètement, comment est-ce que tu appliques ça à ton activité entrepreneuriale? Dans un premier temps, mon idée, c'est de faire tenir mon job dans ma poche, si je schématise un petit peu. Donc aujourd'hui, j'ai mon laptop. Alors oui, il tient pas dans ma poche, mais j'ai mon laptop sous le bras, j'ai mon téléphone et des écouteurs. Voilà. J'essaye de faire tenir mon business là-dessus, mon quotidien là-dessus. Euh, je suis en train de supprimer petit à petit le papier, complètement le papier. Donc voilà, parce que vraiment, je veux voilà, poser mon ordinateur sur une table. Une table me suffit finalement. Je pose mes affaires, je travaille, ou dans un train, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment le minimum d'objets. Ensuite, je suis sans cesse à la recherche d'outils et de ressources simples et accessibles partout. Donc, je m'oriente beaucoup sur des outils online. Parce que l'idée, c'est que si demain, je me fais voler mon ordinateur, que je puisse continuer à travailler depuis n'importe quel ordinateur avec du online. Donc vraiment, euh, le minimalisme dans mon quotidien, dans mon travail, c'est cette partie-là. Alors par exemple, j'utilise Notion, dans lequel j'ai tout mis. Mon CRM, mes plannings, mon organisation, ma création de contenu, enfin tout ce qu'on peut imaginer, c'est dans Notion. J'utilise aussi pas mal les solutions Google pour les mails, l'agenda, les sondages, voilà. J'ai quasiment 99% de mes choses qui sont sur ces deux outils que je peux utiliser de n'importe où dans le monde, j'ai envie de dire. Moi, un des sujets sur lequel je réfléchis le plus, en tout cas en ce moment, c'est que c'est pas toujours évident de vendre à ses clients, de faire moins mais mieux, surtout dans une ère du toujours plus. Comment est-ce que tu fais pour transmettre, du coup, ce que j'appelle le slow marketing ou le marketing minimaliste à tes clients? Alors effectivement, c'est hyper difficile. C'est difficile parce qu'en fait, ça va à l'encontre de l'image du marketing et puis un peu de notre société aussi. Euh, mais du coup, comment j'intègre ça? En fait, souvent, c'est en discutant, c'est en échange. Je fais passer mes idées. Euh, Globalement, quand je suis avec mes clients, je cherche toujours à simplifier au maximum. Mais par contre, je suis très vigilant à ne pas rogner ni sur la qualité, ni sur le message que mes clients veulent faire passer. Donc ça, c'est très important. Et à un moment donné, il y a un degré de simplification en dessous duquel on ne peut pas aller, évidemment. Euh, mais comment je fais avec eux en général? Je leur pose des questions, je leur parle de leur stratégie. Par exemple, je leur demande comment ils veulent être perçus par leurs clients. Je leur demande quelle image ils veulent renvoyer. Et en fait, ensuite, je leur parle de marques comme Nike ou Apple. Tu sais, les marques où Nike aujourd'hui, il y a une publicité, ils ont juste besoin de mettre une basket sur la publicité. On sait l'émotion que ça donne, on sait la marque, on reconnaît tout de suite la marque, etc. Apple, c'est différent. C'est pareil, pardon, c'est des choses très simples, avec des slogans très, très simples. Think different, just do it. C'est vraiment, voilà. Je prends toujours ces exemples pour parler de slow marketing avec mes clients et finalement leur dire, ben voilà, de, de fournisseur tu veux être finalement. Et donc du coup c'est vraiment voilà, c'est vraiment ces choses-là. Et puis derrière, je mets en évidence avec eux, ben voilà, leur message, leur objectif, leurs valeurs.
Vraiment, et voilà, et j'avance petit à petit, en fait, et sans forcément aborder, utiliser le terme slow marketing, bah, petit à petit, en fait, je les emmène vers une autre manière un petit peu de penser. Et j'utilise un outil souvent pour ça quand on discute. C'est, tu sais, les cartes graphiques, le mind mapping. Bah, pourquoi? Parce que c'est un outil ultra simple et qui permet ben, de bien structurer les idées et puis finalement, généralement, de simplifier. Parce que très rapidement, sur une carte graphique, bah, tu regroupes des idées qui se ressemblent. Et quand un client te dit, bah voilà, moi aujourd'hui, j'ai 10 offres, bah, en fait, on regarde et puis finalement, ces 10 offres, on peut les réduire, enfin, on peut les regrouper en 3 offres. Et c'est bien plus efficace de vendre 3 offres à un client que 10. Parce que le client, quand il va venir te voir, ben, il va être capable de comparer 3 offres facilement, alors que comparer 10 offres, soit il va faire next, soit il va se planter dans le choix dans le choix qu'il va faire. Je ne sais pas si tu suis la newsletter Insight de Clément Fromont. Non. Je mettrai l'édition dans les ressources. Il a publié, je pense, c'était la semaine dernière, sur le sujet du paradoxe du choix. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est plus il y a de choix, plus c'est difficile de se décider. Tout à fait. L'enjeu, finalement, c'est cette notion de segmentation. Donc, du coup, moi, quelque part, mon expérience professionnelle m'a permis aussi d'apprendre ces choses-là. Et c'est une chose que j'ai pris de mon expérience professionnelle, que je mets aujourd'hui dans le marketing digital. C'est vraiment d'apprendre à segmenter. Finalement, tu vas segmenter ton offre, tu vas segmenter ta cible, tu vas segmenter ton marché, tu vas segmenter en fait un tas de choses bah, qui te permet finalement d'arriver à quelque chose de simple à gérer pour toi, mais surtout de simple à comprendre pour ton client. Et en fait, une des règles que je transmets à mes clients, c'est mettez-vous à la place de vos clients. Et ça, généralement, quand on fait cet exercice-là, bah, on simplifie toujours. On simplifie toujours. J'aime beaucoup ce dernier message que tu as fait passer là sur le simple à comprendre pour le client, parce qu'en fait, à vouloir aussi des fois développer des nouvelles offres, se dire ah mais en fait je peux aussi être sur ce marché, mon produit il est aussi utile pour ces personnes-là. À la fin on se retrouve avec des sites avec 50 onglets, etc. Enfin c'est juste incompréhensible de savoir ce que l'entreprise essaie de nous vendre et de nous apporter comme valeur. Ça fait bien lien avec ma question suivante, parce que j'avais vu dans un de tes posts que tu parlais de design minimaliste comme une grande tendance du web design pour 2023. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, effectivement, en début de chaque année, bah, comme un peu dans tous les domaines, il y a quelques tendances qui sortent, et notamment sur le web design, il y avait le minimalisme qui sortait. Alors c'est marrant parce que le minimalisme, il est dans les tendances depuis, dans le web design, il est dans les tendances depuis quelques années quand même. Mais là, ça y est, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose qui commence à se structurer. Pourquoi? Ben parce que il y a j'identifie à peu près 4 grandes raisons d'intégrer le minimalisme dans le web design. Euh, la première, c'est pour faire passer son message. Tu l'as dit, aujourd'hui, si tu as un site internet avec 50 pages, des idées dans tous les sens, etc., il y a 0 message qui passe. Aujourd'hui, les statistiques nous disent à peu près, que ce soit d'ailleurs sur mobile ou sur ordinateur, tu as 3-4 secondes pour envoyer ton message. C'est-à-dire, si le visiteur, en 3-4 secondes, il ne comprend pas où il est, il zappe, il passe au suivant. Et donc, du coup, le minimalisme sur ton site internet, il va te permettre de mettre en avant ton message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton message, ça va être aussi le minimalisme dans le nombre de mots. C'est-à-dire que ton slogan, il doit tenir allez, 5-6 mots, quoi. 5-6 mots simples. Et donc, voilà, le minimalisme dans le web design, ça va être un slogan simple, ça va être moins de distractions, parce que l'objectif, c'est de quand même emmener ton client et ton visiteur plutôt là où tu as décidé de l'emmener. Donc il ne faut pas qu'il soit distrait et qu'il perde son temps sur ton site internet. Et en gros, on utilise souvent la notion d'espace blanc, c'est-à-dire en fait ces espaces vides sur une page qui permet d'orienter ou qui permet au client de respirer. Un peu comme l'idée dans un livre, hein. S'il y a des paragraphes dans un livre, c'est aussi pour de temps en temps reprendre sa respiration. Et ben en web design, c'est pareil. On met des espaces blancs pour que le message y passe bien, pour que le client, tu vois, que l'inconscient chez le visiteur, le message arrive dans l'inconscient
de ton visiteur. Donc ça, c'est la première grande raison pour laquelle le minimalisme est important dans le web design. La deuxième, c'est tout ce qui tourne autour de l'éco-conception. Et dans un précédent podcast sur slow marketing, Lou Verdun en avait parlé. C'était super intéressant cette interview. Et donc du coup aujourd'hui le web design, le minimalisme a un vrai impact dans l'éco-conception, parce que s'il y a trop de ressources sur ton site internet, derrière il y a un impact environnemental sur cette pollution numérique, le nombre de ressources dont on a besoin pour afficher ton site internet finalement. Donc dans le minimalisme, voilà, il faut aussi se poser ces questions-là pour dire est-ce que cette image elle a un intérêt, ou est-ce que je peux m'en passer et mettre autre chose, une illustration qui est plus légère, ou peut-être juste de la couleur, ou rien, un espace blanc. Donc le minimalisme aujourd'hui, il a aussi cette notion entre guillemets éco. Tu vois, donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on met le minimalisme dans les tendances. Surtout que c'est un moyen pour les entreprises aussi de communiquer derrière. Tu vois, de dire bah voilà, moi mon site il est éco-responsable. Alors, je veux pas spoiler, mais il faut aller écouter avec l'interview avec Lou, c'était vraiment intéressant. Le troisième point qui est important au niveau du minimalisme sur web design, c'est ton référencement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Google, il tient compte de la vitesse de chargement de ton site dans ses critères de référencement. Et puis, moins tu as de ressources à charger sur ton site internet, plus vite il se charge et meilleur est ton référencement. D'autant que aujourd'hui, il y a une statistique qui dit qu'un site qui met plus de 3 secondes à se télécharger, le visiteur, il part. Donc tu vois, voilà, le minimalisme, il va aussi apporter toutes ces notions-là de référencement et puis de garder son visiteur présent. Et le dernier point qui me paraît très important et dont on ne parle pas suffisamment, c'est que si tu mets moins de choses sur ton site, tu le rends accessible à tous. Et quand je parle accessible à tous, c'est par exemple aux personnes qui ont une déficience visuelle, ces genres de choses-là, c'est-à-dire que tu leur donnes accès à un site où leurs outils qui leur permettent de lire des choses sur Internet, c'est plus facile. Et donc du coup, avec le minimalisme, on rend vraiment accessible nos outils digitaux à tous. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va grandir, à mon avis, demain. Et c'est hyper important. Donc voilà, moi, c'est vraiment les 4 grands points qui me font dire que le minimalisme, il est vraiment important aujourd'hui dans le web design. Merci d'être rentré autant en détail du coup sur cette partie de design minimaliste parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter soit à l'éco-conception ou encore au message et on va pas assez dans ces détails-là. Et selon toi, du coup, ce minimalisme qu'on peut voir dans l'entrepreneuriat, dans le marketing ou même encore dans le design, c'est aujourd'hui un effet de mode ou une véritable alternative au modèle existant? C'est une très bonne question. Alors, pour moi, c'est une alternative. Et je l'espère. J'espère que c'est pas seulement passager. Mais je pense que c'est une alternative et que ça prendra de plus en plus de place. Notamment pour ces notions de pollution numérique. C'est un enjeu. Je veux dire, les données concernant l'utilisation d'Internet, mobile ou pas, c'est colossal. On se rend pas compte, mais l'impact des serveurs derrière qui traitent toutes ces informations sur l'environnement, c'est énorme, c'est énormissime. Et je crois vraiment que c'est une alternative aujourd'hui d'en mettre moins. Et puis les gens en ont ras-le-bol globalement, quand tu discutes avec les gens en ont marre de cette masse d'informations qui nous tombe dessus. Ils ont vraiment besoin d'avoir des choses un peu plus cool, un peu plus calmes, un peu plus avec un peu plus de valeur, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une alternative. Et j'espère. Et tu sais, on le voit aussi un petit peu le minimalisme. Dans la vie de tous les jours, ça prend aussi de la place finalement. Ça prend aussi de la place. Tu sais, on parle beaucoup des vêtements de seconde main, on parle beaucoup tu vois, tout est lié finalement. Les gens veulent un petit peu acheter moins, veulent consommer un petit peu moins, consommer un peu différemment. Et tout ça gravite autour du minimalisme. Et c'est clair que dans le digital, ça a sa place.
tu vois, j'en parlais aussi une fois dans un de mes posts LinkedIn, je parlais du recyclage du contenu. Tu vois, c'est-à-dire, sous plusieurs angles. Par exemple, tu as l'angle de recycler ton contenu. Aujourd'hui, ben, ce que tu postes sur LinkedIn, pourquoi tu ne le mettrais pas dans ton blog, sur ton site internet? Pourquoi tu ne l'utiliserais pas pour communiquer sur Facebook ou sur un autre réseau? Tu vois, plutôt que d'à chaque fois créer des choses, recycle, euh, euh, réutilise un article que tu as écrit dans le passé, réutilise-le selon les commentaires qu'il y a pu avoir pour apporter des modifications à ton article, donner encore plus de valeur, recycle-le. Alors, ce recyclage, c'est vraiment encore une fois un état d'esprit, mais tu vois, on rentre vraiment dans quelque chose qui est, je recycle ce que j'ai déjà produit, ce que j'ai déjà construit. On est vraiment dans cette notion-là, et c'est pour ça que pour moi, c'est une vraie alternative, et c'est une façon de penser qui est en train de prendre de la place auprès de beaucoup. Moi, j'ai envie de rajouter là-dessus un point de questionnement. Enfin, je suis complètement d'accord avec tous tes points, tu vois, mais j'ai un point de questionnement en ce moment, c'est que ok, moi je vais proposer de faire moins mais mieux et d'avoir vraiment des stratégies et des actions responsables, réfléchies, qui vont réfléchir à l'impact de ce qui se passe derrière. Mais en fait, il y a toujours des concurrents à côté qui vont pas forcément utiliser ces pratiques-là et qui vont y aller en toujours plus et avec des pratiques plus ou moins légales ou en tout cas plus ou moins responsables. Et je vais te donner un exemple hyper précis qui vient de m'arriver pas plus tard qu'hier soir. J'ai reçu un WhatsApp, du coup un cold WhatsApp, je ne saurais pas comment l'appeler, d'une agence en plus de marketing qui me proposait de revoir le référencement de mon site. J'étais un peu choquée par la démarche parce que j'étais là, je leur ai jamais passé mon numéro. Je reçois un message à 22h30, donc un jeudi soir, et par WhatsApp, par un canal, et je suis vraiment encore en train de me dire, mais en fait, moi je suis là très bien à essayer de bien segmenter, cleaner les listes de mes clients, faire des efforts dans tout. Et puis en fait, à côté, il y a des gens qui n'ont aucun problème à aller scraper ton numéro de téléphone personnel et t'envoyer des WhatsApp, quoi. Tout à fait. Mais finalement, ta réaction a été de ne pas donner suite. Et en fait, aujourd'hui, enfin moi, par exemple, j'en ai ras-le-bol d'être appelé 4 fois par jour par des 09 pour me vendre des choses qui ne me concernent pas ou qui ne m'intéressent pas. Et du coup, et je pense que je suis pas le seul à en avoir marre. Et du coup, bah, à un moment donné, peut-être que sur 10 coups de fil, peut-être que ça va marcher 3 fois. Ou tu vois la stratégie de l'agence qui t'a appelé, peut-être que sur 10 coups de fil, ça va marcher 3 fois. Et puis demain, ça marchera plus que 2 fois. Et puis après-demain, une fois, et puis peut-être qu'après, ça marchera plus. Et puis moi, je me dis, je laisse la place à ces gens-là, parce que s'il y a des clients aujourd'hui qui veulent travailler comme ça, why not? Allez-y. Moi, je sais qu'on n'aurait pas pu bosser ensemble, parce qu'à un moment donné, ben, tu vois, la chance qu'on a quand on entreprend, c'est que on peut mettre en avant nos valeurs. Et on peut faire le choix de dire, bah moi, je reste campé sur mes valeurs et je ne déroge pas. Tu vois, et du coup, ben voilà, après, on a les clients qu'on mérite. Ben voilà, moi, si j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un parce que je sens qu'on n'a pas des valeurs communes, ne travaillons pas ensemble. Il trouvera quelqu'un qui va lui proposer quelque chose. Donc, moi, ça me fait pas peur aujourd'hui parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent retrouver de l'authenticité et qui veulent retrouver de l'humain. Tu sais, tu le vois quand tu échanges dans la vie de tous les jours, quand tu regardes sur LinkedIn, par exemple, les posts qui sont créés ces derniers temps, on parle beaucoup d'humain, on parle beaucoup de choses authentiques, on parle beaucoup d'échanges, on parle beaucoup de partage, tu vois. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas. Et je continue à mettre en avant tout ça, à cleaner mes filles, des choses comme ça, pour vraiment. Je veux pas parler à tout le monde. Tu vois, je veux pas m'adresser à tout le monde. C'est pas mon but. C'est pas mon but d'être trop généraliste. C'est pas mon envie. Donc du coup, je simplifie. Et je sais que je perdrai du monde en chemin, que ça plaira pas. Mais j'ai envie de te dire,
essaye de plaire à tout le monde et tu plairas vraiment à personne. Donc, donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et moi en tout cas c'est pas quelque chose qui me dérange. Bah merci pour ton retour parce que cette prise de conscience là, moi j'étais déjà assez direct. Ok, je suis saoulée de recevoir ce message. Ouais. Et après je leur ai fait une réponse très détaillée en 4 points de pourquoi ça n'allait pas du tout en termes de prospection et je leur ai envoyé mon podcast à la fin en disant peut-être que vous pouvez faire les choses différemment. Non mais tu vois, aujourd'hui quelqu'un qui te contacte sans avoir, j'imagine, je prends n'importe quoi, c'est l'exemple sur LinkedIn, qui te contacte sans avoir lu ne serait-ce que ton titre, pourquoi tu voudrais travailler avec cette personne qui n'a pas pris le temps de savoir ce que tu fais, ce que tu proposes, qui tu es, tu vois? Donc quelque part, ces gens qui appellent en masse, effectivement, hein, on en revient à cet éternel débat entre la qualité et la quantité, tu sais? Et le minimalisme, il est en plein aussi dans cette réflexion-là, à un moment donné, hein. C'est sûr que quand tu fais un emailing, tu envoies 10 000 mails, tu auras peut-être une centaine de réponses. Mais est-ce qu'il faut envoyer 10 000 mails pour avoir 100 réponses ou alors avoir une communauté de 500 personnes et avoir le même nombre de réponses? Tu vois, à un moment donné, qualité, quantité, bah voilà, c'est toujours c'est toujours la même guéguerre, quoi. Et il faut de la place pour tout. Exactement. C'était d'ailleurs une des recommandations de Pierre Guilbeault que j'ai interrogé dans l'épisode 12 qui est sorti ce midi. Qui recommandait il parlait de do things that don't scale, donc faire les choses qui ne sont pas scalables, et notamment sur la prospection, on dit mais c'est quoi l'intérêt d'aller automatiser ce qui au final est des relations humaines et où tu as besoin de passer du temps et d'enrichir la relation et de passer du temps à, à, à nourrir cette relation pour qu'elle apporte quelque chose de concret, quoi. Sinon c'est juste. Et d'ailleurs, j'en ai écouté une partie, et si je dis pas de bêtises, il évoque le fait de ne pas travailler avec tout le monde non plus. Il n'a pas Oui. l'envie de travailler avec tout le monde. Et j'ai trouvé cette partie très intéressante qui illustre ce qu'on vient de dire. On n'est pas là, enfin, c'est pas parce que tu fournis un service ou que tu vends un produit que tu dois accepter de vendre ça à n'importe qui, tu vois. Tu as le droit de dire, bah non. Tu as le droit de dire, ben non, on n'est pas en phase. On n'est pas en phase et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura une autre personne qui sera en phase. Mais nous, on n'est pas en phase. Et j'ai beaucoup aimé dans le podcast que j'ai écouté à midi, là, cette notion-là. Ouais, c'est un chouette épisode avec Pierre. Ouais, très bien. Julien, c'est quoi tes recommandations pour adopter une stratégie marketing minimaliste? Je dégage 3 points là-dessus, en général. C'est la simplicité, la clarté et l'utilité. Alors, pour détailler un petit peu, la simplicité, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je fais une stratégie marketing, il faut que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de toi, il faut qu'en 15-20 secondes, elle comprenne ce que tu fais. Donc il faut que ce soit simple. Tu vois, c'est la célèbre stratégie de l'ascenseur, tu sais. En gros, tu prends l'ascenseur avec un inconnu, vous allez au 3e étage, il faut que voilà, entre le rez-de-chaussée et le 3e étage, tu aies pu lui expliquer ce que tu fais dans la vie. Voilà, il faut que ce soit simple. Si tu n'y arrives pas, ça veut dire que quelque part, bah, ton offre, elle n'est pas si claire que ça. Tu vois? Et le fait de proposer, d'avoir cette simplicité, ça ne veut pas dire qu'après, tu ne vas pas détailler si tu veux. Mais si tu as une page web avec ton slogan et un appel à l'action, il y a peut-être des gens qui ne vont pas avoir envie de scroller sur ta page. Donc si ton slogan il est clair, ton appel à l'action il est clair, bah, il y aura des gens qui vont cliquer tout de suite. Donc la simplicité, c'est très important. Et la simplicité, ça ne veut pas dire qu'après on ne détaille pas, au contraire, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse passer notre message rapidement. Ensuite, il y a la clarté. Et la clarté, c'est tes textes, tes visuels. Ils doivent être clairs. Moi, par exemple, aujourd'hui, sur LinkedIn, quand je poste, j'essaye d'avoir des phrases courtes, des sauts de ligne. J'essaye que ce soit clair pour pouvoir faire passer mes idées. Et ça, la clarté, c'est super important. Si tu veux, je vois encore beaucoup de carousels avec un contenu incroyable, mais finalement des visuels qui sont trop, c'est trop. Et finalement, ton client, il s'en fout de savoir si tu es le roi de Canva. Sauf si tu es graphiste, mais en général, c'est pas ce qui est important pour lui. Et bien souvent, moi, je vois plein de carousels où le message, bah, il passe pas clairement
parce qu'il est noyé par des couleurs, des photos. Voilà, c'est pas clair. Donc du coup, la clarté est vraiment important également dans la stratégie, dans ta stratégie. Il faut que ce soit simple et clair. Et enfin, l'utilité. euh, Quand tu dis quelque chose, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est utile à mon client? Tu vois, moi par exemple, si je reprends la notion de contenu, quand j'écris un contenu, euh, je le relis, j'enlève toujours plein de mots. Tu vois, j'enlève plein de mots parce que on n'écrit pas comme on parle et bien souvent on rajoute plein d'adverbes, plein d'adjectifs, plein de choses qui sont inutiles. Donc du coup, il faut vraiment ne pas rajouter trop de choses pour euh, garder que l'utile pour que ton message y passe. Donc simplicité, clarté, utilité. Et tout ça, mis bout à bout, ça va actionner deux leviers. Le premier, ça va être, tu auras une stratégie marketing de qualité et tu vas également mettre en avant, enfin, du coup, ta notoriété va grandir. Tu vois, parce que on verra que tu as une stratégie simple qui parle à tout le monde, claire. L'idée, elle est affichée, elle est dite, il y a pas de choses cachées et utile parce que tu t'adresses à ta cible et tu parles à ta cible du problème de ta cible. Tu parles pas d'autre chose. Donc vraiment, voilà, pour moi, l'équation, c'est simplicité, clarté, utilité pour donner de la qualité et puis pour que tu sois connu et reconnu sur ton marché. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est que ça va faire grandir ta notoriété parce que tu arrives à capter l'attention de ta cible. Parce que moi, je vois énormément de contenu aujourd'hui parce que la création de contenu est accessible au plus grand nombre et je trouve ça génial. Mais en même temps, je vois beaucoup de contenu où en fait, on ne comprend pas le message. Oui, Parce que les personnes écrivent comme elles pensent et en fait, la pensée est un peu explosive, va dans tous les sens et c'est super intéressant. Mais pour faire passer un message, ça ne marche pas, quoi. tout à fait. En plus, ce qui est super, c'est qu'avec la création de contenu, tu t'améliores chaque jour. Exactement. Tu vois, et tu as entièrement raison. Et finalement, par exemple, si tu prends sur LinkedIn ou sur un blog, quand tu crées ton contenu, les gens qui vont interagir avec ton contenu, tu vas tout de suite voir si ton contenu était correct ou pas correct. Et du coup, ça te permet de te corriger pour le suivant. Et finalement, tu apprends de cette manière-là. C'est très intéressant. Et le deuxième point auquel ça m'a fait penser, j'avais fait une formation avec Nina Ramen l'année dernière et elle m'avait donné deux super conseils que j'ai toujours écrits en gros dans mes tableaux de Notion de création de contenu, qui sont à chaque relecture, tu enlèves 10%. Ça, c'est le conseil numéro 1. Et le numéro 2, c'est de lire ses posts à voix haute. Et en fait, ça permet aussi d'enlever pas mal de paraphrases un peu redondantes qui servent à pas grand-chose, quoi. Tout à fait. Alors moi, je rajoute une troisième idée. Alors je le fais pas pour du texte, mais de temps en temps sur des sites internet ou des fois sur tu sais, des flyers ou des communications de ce type-là, je le montre à mes enfants. Un œil d'enfant, vraiment un œil d'enfant, c'est un œil naïf. Ils sont complètement innocents et ils sont sans filtre. Donc ils vont te dire, ça c'est en trop, ça je comprends pas, qu'est-ce que ça fait là? Et en fait, c'est voilà, si tu en tiens compte, tu vas enlever encore des choses et tu vas pas enlever des choses utiles, tu vas vraiment enlever des choses qui entre guillemets, qui polluent le message et le message que tu veux passer. C'est incroyable à tester. Julien, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Moi directement, je pense au marketing 3.0. Et donc le marketing 3.0, c'est le marketing qui est axé sur l'humain. Tu vois, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, le marketing qui va te vendre, qui va te lancer une tonne de caractéristiques d'un produit ou d'un service, le marketing qui va pas qui va pas parler des bénéfices, ces choses. Non, c'est fini. Aujourd'hui, on doit susciter de l'émotion. On doit résoudre un problème douloureux. Donc, ça veut dire on doit s'intéresser. On doit s'intéresser à notre cible. Et donc l'humain est au cœur pour moi du slow marketing. C'est indispensable. On a d'abord l'humain, et puis ensuite, un peu plus loin, on a les caractéristiques du produit, des choses comme ça, mais on a d'abord l'humain. Quel est son problème? Comment on peut l'aider? Qu'est-ce qu'on peut lui amener? Comment on peut le montrer qu'on le comprend? Et derrière, les caractéristiques, voilà, elles viendront. Même souvent, on n'a même pas besoin de parler des caractéristiques si on a fait suffisamment avant. La personne a déjà envie.
on a déjà suscité l'envie, on a déjà créé un échange émotionnel. Donc, pour moi, voilà, le slow marketing, c'est ça. En plus, moi, j'observe qu'avec le slow marketing, finalement, tu augmentes ta productivité parce que finalement, ça te coûte pas plus cher. Tu as bien souvent des taux de transformation qui sont plus importants qu'avec un marketing entre guillemets à l'ancienne, tu vois, donc ta productivité finalement elle est augmentée et surtout je trouve que c'est un super moyen de se différencier, tu vois, créer du contenu créer du contenu pour créer du contenu, on peut tous le faire, créer du contenu qui apporte de la valeur, tu te différencies sur ton marché. Et par exemple moi quand je crée du contenu, je me pose toujours la question, est-ce que réellement j'apporte de la valeur ou pas? Ou est-ce que c'est des lignes que j'ai écrites pour me faire plaisir? Tu vois, c'est deux notions très importantes. Et aujourd'hui, si je sais que ça apporte pas de valeur, ça m'intéresse pas. Alors par contre, parfois, j'ai l'impression que ça apporte de valeur et je peux me tromper, hein. Mais globalement, voilà, je pense qu'on peut se différencier grâce au slow marketing en générant des émotions et en se concentrant sur l'humain. Très intéressant, j'aime beaucoup cette définition. La question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast? Grande question. Grande question. C'est vrai que moi je suis intéressé par beaucoup de choses. Tu sais, le minimalisme, le web design, l'accessibilité, l'éco-conception, toutes ces choses-là. Du coup, il y a plein de gens qui m'intéressent. Alors, je vais quand même te donner un nom, une personne que j'ai rencontrée en début d'année par visio. C'est Christine Langier. Elle est spécialiste du langage clair, entre autres. C'est un langage, tu sais, pour faciliter la compréhension et la lecture. En gros, c'est un peu ce qu'on a dit, tu vois, c'est simplifier ton langage, simplifier ton écriture. Et j'avais beaucoup apprécié d'échanger avec elle, et je trouve que voilà, elle regroupait vraiment pour moi la notion de minimalisme, le web design et un peu tout ce qu'on s'est dit pendant le podcast. Donc j'aimais bien son approche et j'essaie d'appliquer au mieux justement cette notion de langage clair pour me faire comprendre par le maximum de personnes finalement. Merci pour cette suggestion. On parle encore très peu, et tu l'as déjà mentionné au-dessus, mais du handicap dans le digital. Ouais. Parce qu'en fait, on part du principe que c'est accessible à tous, mais c'est pas le cas. Tout à fait. Et je crois que c'est une des tendances qui va être forte demain. Parce que on peut pas laisser des gens à côté du digital, parce qu'aujourd'hui technologiquement on a tout pour le faire, et moi je me rends compte sur des sites internet bien souvent avec peu de choses, très peu de choses, tu sais, remplir les balises alt de tes images, mettre un titre à tes images, toutes ces petites choses là, et c'est des petites choses qui permettent de rendre accessible le web à tout le monde. Choisir une police d'écriture qui est simple, qui est clean. Pareil, c'est une toute petite chose à faire sur un site internet qui rend accessible à encore plus de personnes. Et ça, je crois vraiment que c'est une grosse tendance pour demain, et j'espère que beaucoup prendront conscience de ça. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.